Alors bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Cette quatrième leçon du cours Attitude et Observation va être consacrée à la vision d'artiste. Il existe en effet certaines différences entre la façon dont nous voyons les choses dans notre quotidien et la forme de vision que l'on doit adopter pour dessiner. Dans cette leçon, je vais donc vous montrer comment développer votre vision d'artiste afin de pouvoir adopter ce regard particulier que vous devez avoir face à votre modèle. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Vous avez vu dans la leçon précédente qu'il était capital d'observer régulièrement et attentivement votre modèle. Néanmoins, en réalisant les exercices proposés, vous avez peut-être constaté que ce n'était pas suffisant. Les difficultés que vous rencontrez pour dessiner sont dues en partie au fait que l'observation du modèle est pervertie. Pour progresser en dessin, vous devez apprendre à regarder votre modèle avec un œil d'artiste. Mais que signifie exactement avoir une vision d'artiste? Lors d'une interview, un journaliste avait demandé au peintre Henri Matisse s'il voyait une pomme qu'il s'apprêtait à manger avec un regard d'artiste. Matisse avait répondu sans hésiter « Non, quand je veux la manger, je la vois comme tout le monde ». En effet, comme Matisse, pour manger une pomme, il vous suffit d'y jeter un rapide coup d'œil. Vous n'avez besoin que d'identifier sa variété et de vérifier si elle est mûre à point. Mais pour dessiner cette pomme, vous devez recueillir des informations spécifiques, celles dont j'ai parlé dans la leçon précédente. Pour cela, vous devez observer votre modèle autrement que pour une action quotidienne. Mais lorsque l'on débute en dessin, cette opération peut être compliquée, de plus elle est souvent perturbée par une vision trompeuse. Pour vous montrer à quel point nos capacités perceptives peuvent nous jouer des tours, je vous propose de faire un petit test. Vous savez ce qu'est un éléphant? Bien sûr. Il suffit que je prononce ce mot pour que surgisse dans votre esprit l'image mentale de cet animal. Vous visualisez immédiatement sa peau grise, son corps massif, sa trompe, ses oreilles et ses énormes pattes. Par contre, si je vous demandais d'utiliser cette vision intellectuelle pour dessiner, vous constateriez bien vite qu'elle n'est pas suffisante. En fait, ces images stockées dans notre mémoire, celles que nous associons à un mot, ne sont d'aucune utilité en dessin. Pire, elles viennent même perturber le processus d'observation. Ces images mentales nous procurent la sensation de percevoir clairement les caractéristiques de l'objet associé au mot, mais en réalité ce sont des visions très incomplètes. Elles ne reflètent bien souvent pas l'aspect réel des objets, mais plutôt une version générique. En fait, notre mémoire ne contient que des informations qui ont subi un traitement avant d'être stockées. Ces données codifiées sont donc inutiles pour dessiner. Pire, elles sont même gênantes. Pour dessiner, seules les informations originelles, celles prises directement sur le modèle, sont utiles. Mais comment pouvons-nous faire la différence entre les informations réellement prises du modèle et celles issues de notre mémoire? C'est vrai, on peut parfois confondre ces images symboliques issues de notre cerveau avec les interprétations de certains artistes. Mais ne vous y trompez pas, les œuvres produites par les grands artistes figuratifs sont toujours issues d'une observation méticuleuse. Elles correspondent à des choix délibérés, une vision personnalisée de l'artiste, mais qui découle toujours de l'observation du modèle. Ce qui n'est pas le cas des images symboliques, qui sont au contraire des versions standardisées, communes à tous. Pour mieux comprendre cette notion, observez les différentes représentations d'un visage qui s'affiche à l'écran. Il y a tout d'abord le sujet lui-même, tel que nous pourrions le voir dans la réalité. Vient ensuite la photographie, qui est une reproduction fidèle, mais qui est déjà une interprétation du réel sur un plan en seulement 2 dimensions. Puis vient le dessin réaliste, plus ou moins fidèle à la réalité, et avec d'autres formes de dessin, comme par exemple un travail au trait, on obtient une façon spécifique de reproduire le modèle. Puis, en fonction de la volonté et des choix des divers artistes, nous pourrions avoir une multitude de dessins possibles. Chacune de ces images serait une vision personnelle, mais toujours issue de l'observation du modèle. Aucune ne correspond à une vision symbolique, ces images toutes faites que l'on a en mémoire. L'une des erreurs que commettent souvent les débutants, c'est justement de confondre ces visions symboliques avec l'observation du modèle.
Il est capital que vous compreniez que dessiner n'est pas un acte naturel, issu de notre quotidien. Cela nécessite un regard spécifique. Lorsque vous observez votre modèle, vous êtes persuadé d'y relever les informations nécessaires pour dessiner. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Certaines informations qui sont indispensables dans notre quotidien entrent en conflit avec celles que vous tentez de recueillir sur le modèle. Vous observez par exemple la forme d'un œil et votre cerveau vous suggère inconsciemment qu'il sait déjà comment un œil est fait. Il vous impose alors une version schématique d'un œil que vous substituez aussitôt aux formes réelles du modèle. Vous finissez par ne plus vraiment prêter attention à votre modèle et les yeux fixés sur votre dessin, vous tentez désespérément de traduire cette image mentale que vous propose votre mémoire. Pour éviter l'influence de ces images symboliques, vous devez considérer que l'objet que vous avez sous les yeux est unique. D'ailleurs, dans la nature, tous les sujets sont particuliers. Chaque pomme, chaque arbre, chaque visage est singulier. Vous pouvez, bien sûr, comme le font les enfants, dessiner le symbole d'un arbre, une boule verte avec un tronc marron. Mais dans la réalité, un tel arbre n'existe pas. D'abord, dans le monde qui nous entoure, il n'existe pas d'arbre générique, mais des chênes, des sapins ou des châtaigniers, etc. Le feuillage de chacun d'eux a ainsi une forme particulière qui est très rarement une boule. De même, les nuances de vert qui les composent sont nombreuses, tout comme la couleur des troncs qui est plus souvent composée de gris coloré que de marron. Dans la réalité, un arbre est donc assez éloigné des représentations qu'en font les enfants. De la même façon, le chêne que vous rencontrez au cours d'une promenade en forêt est spécifique de par sa taille, sa forme. Son apparence change également selon le temps et les saisons. Ses feuilles se teintent d'ocre et de rouge en automne et tombent en hiver, par exemple. Enfin, la perception que vous avez de cet arbre un matin dans une lumière brumeuse ne sera pas non plus la même que celle de ce chêne observé lors d'une après-midi d'été. Vous ne devez donc jamais perdre de vue que la nature est d'une incroyable variété. En fait, lorsque vous voulez dessiner une pomme, évitez de penser « je dessine une pomme ». Dites-vous « je dessine cette pomme, celle que j'ai sous les yeux actuellement ». Évitez à tout prix de dessiner une pomme quelconque, standardisée, qui ne serait qu'une vision schématique d'une pomme. Efforcez-vous de capter ce qu'elle a de particulier. Le fait que ce soit une pomme est secondaire. Par contre, chacune de ces particularités a une importance. Demandez-vous par exemple si elle est petite ou grosse, plate ou ronde. Est-ce qu'elle penche d'un côté ou d'un autre? A-t-elle un défaut quelconque ou au contraire présente-t-elle une grande symétrie? Regardez la pomme qui vous sert de modèle comme si vous la voyiez pour la première fois. C'est d'ailleurs le cas, vous avez bien sûr déjà vu des pommes, mais jamais celle qui est sous vos yeux actuellement. En dessin, il est capital d'utiliser pleinement les renseignements fournis par le modèle. Évitez de vous précipiter sur votre feuille. Laissez-vous imprégner par le sujet. Observez-le attentivement, regardez ses particularités. Prenez le temps de découvrir votre modèle afin de retrouver une certaine virginité du regard. Alors je vous propose à présent de réaliser quelques exercices afin de mettre en pratique les notions étudiées dans cette leçon. Vous allez ainsi pouvoir constater à quel point ces images mentales, celles stockées dans votre mémoire, ne conviennent vraiment pas pour dessiner.